Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous n'avez jamais trouvé ça bizarre que lorsqu'on a de la fièvre, on a l'impression de crever de froid alors que la température affichée sur le thermomètre est supérieure à la normale? Mais pour répondre à cette question, nous devons d'abord savoir comment fonctionne la température du corps dans la vie de tous les jours. Tous les êtres vivants produisent de la chaleur au cours de réactions chimiques qui se passent dans leur organisme. Mais ces réactions chimiques ont un rendement énergétique faible de l'ordre de 25%, le reste étant dissipé en chaleur. Il se passe à peu près la même chose dans une voiture. En effet, la combustion du carburant permet de fournir l'énergie nécessaire à la voiture pour avancer. Seulement, une grande partie de cette énergie est dissipée sous forme de chaleur. Ainsi, comme dans une voiture, via le liquide de refroidissement, l'organisme doit évacuer le surplus de chaleur pour bien fonctionner. Ici, c'est le sang qui jouera le rôle de liquide de refroidissement. L'homme étant un endotherme, c'est-à-dire que les réactions chimiques qui se passent dans notre corps génèrent une chaleur suffisante pour que la température corporelle soit supérieure à la température ambiante. Faisant partie de la famille des homéothermes, c'est une famille regroupant les organismes qui ont la capacité de maintenir une température corporelle quasi constante. Il régule sa température tout seul. C'est pour cela qu'il n'a pas besoin de s'exposer au soleil pour augmenter sa température comme le font les lézards. Et cela grâce à un équilibre dynamique entre les pertes et les gains de chaleur. Les pertes au repos se font par 4 méthodes. Par l'émission de rayonnement infrarouge, tout corps ayant une température supérieure à 0 degré Kelvin ou moins 273 degrés Celsius émet de la lumière, qui est un rayonnement électromagnétique. Par évaporation de l'eau au niveau des poumons ou de la peau, ou par transfert de chaleur avec un autre corps, qu'il soit solide ou fluide. Cet équilibre dynamique qui se crée entre la perte et les gains a pour but de maintenir la température du tronc à environ 37 degrés. Ainsi, le maintien de la température est crucial. L'organisme est prêt à tout sacrifier pour permettre aux organes comme le cerveau ou le cœur de fonctionner normalement à une température de 37 degrés. C'est pour cela que lorsque l'on a froid ou que l'on est en situation d'hypothermie, on a les extrémités qui blanchissent. C'est l'organisme qui va couper la circulation du sang en amont pour éviter les transferts de chaleur avec l'extérieur. En revanche, messieurs, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Notre corps ne considère pas nos couilles comme un organe vital. Mais avant d'arriver à ces extrêmes, l'organisme a d'autres moyens pour réguler sa température. S'il n'y a pas un trop grand défaut ou un trop grand excès de chaleur, il va alors augmenter ou diminuer la circulation du sang au niveau de la périphérie. Doigts, bras, jambes, pieds. Ceci afin d'évacuer ou de diminuer la perte de chaleur. Si la différence avec la température de consigne est plus importante, l'organisme va mettre en jeu différents mécanismes en plus de l'action précédente. Par exemple, lors de la lutte contre le froid, on va d'abord avoir les poils qui se hérissent. C'est un ancien réflexe que nous avons gardé et qui date du temps où nos ancêtres étaient couverts de fourrure. Cela permettait de capturer de l'air, formant ainsi une couche isolante entre l'air et la peau. Et on va frissonner. Le frisson étant une contraction rapide des muscles sans mouvement. La vitesse étant de l'ordre de 10 à 12 contractions par seconde. Ouais? Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? T'as pas oublié un truc par hasard? Je pense pas, non? Truc tout petit, tout rose, tout mignon. Rikiki le canard? Quoi? Mais non! Un truc petit, mignon, rose! Un cochonnet? Non? Bon, je vois. Il n'y a que deux solutions possibles là. Soit tu es extrêmement con, ce qui à ce point est franchement peu probable, soit tu te fous bien de ma gueule, et je sais pas pourquoi, mais la deuxième solution me parle beaucoup plus. Un bébé bordel de merde. Ah c'est vrai, j'ai oublié. Les bébés ne peuvent pas frissonner, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on leur met des bonnets sur la tête pour éviter qu'ils perdent trop de chaleur. Sinon, en oubliant ce passage marqué par la bêtise, de Cambrai, ta gueule. Franchement, ferme-la. Et ferme bien ta mouille. Bon, moi j'en étais où maintenant? J'ai perdu le fil. Ah oui. Lorsque l'organisme va lutter contre le chaud, il va surtout le faire par la production de sueur. Mais ce n'est pas la sueur en elle-même qui va permettre de diminuer la température, mais l'évaporation de l'eau contenue dans celle-ci. En effet, l'eau va pomper la chaleur du corps pour s'évaporer. On remarque cet effet par exemple à la piscine lorsque l'on sort de l'eau. Tu vois, quand tu joues pas au con, ça va déjà mieux. Ouais, mais c'est beaucoup plus chiant quand même. Bref,
Ce qu'il faut savoir ensuite, c'est que ceci est orchestré par un noyau gris profond du cerveau, l'hypothalamus. Cependant, il ne veut pas jouer son rôle seul, il a besoin d'informations qui lui sont transmises par des récepteurs sensibles à la chaleur. Et plus précisément, la variation de chaleur. En effet, ils saisissent une information qu'ils feront remonter jusqu'à l'hypothalamus qui va alors la comparer à la température de consigne. Il va alors dire si la différence est plutôt négative, qui se traduit par une sensation de froid, ou plutôt positive, par une sensation de chaud. Et il va ainsi donner une réponse adaptée. Ok, là tu nous dis comment le corps régule sa température, mais t'as toujours pas répondu à la question. Pourquoi on se les pèle quand on a de la fièvre? J'y arrive, t'inquiète pas. En fait, la fièvre est due à une dérégulation au niveau de l'hypothalamus de la température de consigne et elle se caractérise par 3 étapes. La première, c'est en fait l'augmentation de la température de consigne au niveau de l'hypothalamus, ce qui fait que l'organisme croit qu'il a froid. C'est pour cela qu'il engage des mécanismes de lutte contre le froid qui se caractérisent par les frissons et la chair de poule. Quoi? C'est tout? Tout ça pour ça? J'espère qu'il y a au moins un but à ça. Bien sûr. En fait, lors de l'infection, les globules blancs vont produire des molécules qu'on appelle prostaglandines qui vont agir sur l'hypothalamus pour augmenter la température de consigne. La deuxième étape de la fièvre se caractérise par l'arrêt de la lutte contre le froid, c'est le plateau thermique. Cette phase est essentielle dans la lutte contre l'infection. En effet, c'est un peu la même idée que les Russes ont utilisée contre les forces napoléoniennes durant la campagne de Russie. C'est la politique de la terre brûlée. Cette politique permet de réduire considérablement les ressources auxquelles l'ennemi a accès. Dans le corps, cela se traduit par la séquestration du fer et du zinc au niveau du foie et de la rate. Ces deux éléments sont une ressource essentielle pour la multiplication en grande quantité des bactéries. Enfin, la troisième phase de la fièvre se caractérise par la dilatation des vaisseaux sanguins ainsi qu'une sudation intense qui permet le retour à la normale de la température de l'organisme. Ouais, sauf que là, c'est toi qui as oublié quelque chose. Ah, là je vois pas, tu me poses une colle. Mais si, en fait, la fièvre a double tranchant, car si la température est trop élevée, c'est-à-dire supérieure à 41 degrés Celsius, il y a un risque d'altération cellulaire, et si c'est supérieur à 43 degrés Celsius, c'est la survie de l'individu qui est compromise. C'est d'ailleurs pour ça que l'on donne généralement genre de l'acide acétylsalicylique ou de l'acétaminophène. Ouais. Alors, de 1, je pense que t'as perdu beaucoup de monde sur cette phrase, et de 2, tu peux pas dire aspirine et paracétamol comme tout le monde.